Pendant 12 ans, le monde autour de moi était silencieux. Pas paisible, juste silencieux. Ce silence qui amplifie les non-dits creuse les distances et transforme chaque sourire en une énigme insoluble. Ma maison de Beacon Hill, avec ses moulures, ses escaliers grinçants et sa vue imprenable sur la Charles River, avait autrefois vibré au son de la musique. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'une coquille de bois franc poli et de tapis moelleux, un lieu où le bruit avait disparu depuis longtemps. La lettre est arrivée un jeudi matin gris. L'enveloppe était discrète, l'adresse de retour timbrée du logo du Boston Neurological Institute. Je savais ce que c'était avant même de l'ouvrir. Mes doigts hésitaient sur l'épais papier crème. Une partie de moi n'était pas sûre de vouloir retrouver le monde. Le rendez-vous avait été confirmé le 18 mai à 7h45. Le docteur Grayson et son équipe étaient prêts à procéder à l'implantation neuronale. Expérimentale, certes, mais les résultats obtenus sur les patients précédents étaient prometteurs. 80% ont retrouvé une audition complète en 6 mois. Les autres entendaient au moins partiellement, suffisamment pour distinguer les voix, pour comprendre les rires sans lire sur les lèvres, pour entendre un mensonge. J'ai plié la lettre et l'ai remise dans l'enveloppe, puis je l'ai glissée sous une pile de vieux programmes de symphonie dans le tiroir de mon bureau. Je ne le dirai à personne, surtout pas à Adrien. Il appelait une fois par semaine, parfois moins. Son ton était toujours vif et professionnel, comme s'il prenait des nouvelles d'un client âgé dont il gérait la succession, ce qui, je suppose, n'était pas loin de la vérité. Depuis ma perte auditive, ses visites étaient devenues plus courtes. Sa patience s'était amenuisée, il souriait, certes, mais son regard était ailleurs. Toujours calculateur, toujours dans l'attente. J'avais besoin de savoir. Sans la performance, sans les mots adoucis taillés pour la pauvre vieille mère qui n'entendait pas, j'avais besoin d'entendre ce qu'il disait quand il pensait que je ne l'écoutais pas. Ce soir-là, j'ai tout dit à maman. Elle préparait le thé dans la véranda, la lumière printanière filtrait à travers les rideaux de dentelle. J'observais ses mains bouger avec assurance et précision, comme toujours. J'ai rendez-vous. Je signai lentement. Jeudi prochain, l'opération. Ses yeux s'écarquillèrent et sa main se porta à sa bouche. « Oh, Sora, répondit-elle en signant. « Dieu merci. » Je levai un doigt. « Personne d'autre ne peut le savoir. Promets-le-moi. » Elle hocha la tête en retenant ses larmes. « Ma parole. » Les tasses de thé tintèrent légèrement sur le plateau tandis qu'elle les apportait à la table, et je restai assis tranquillement dans le silence de la pièce, imaginant déjà à quoi le monde pourrait ressembler à nouveau. Ni le vent, ni les oiseaux, ni le violoncelle dont je jouais. Je voulais entendre les gens. Je voulais entendre mon fils. Le lendemain soir, Adrienne arriva pour le dîner. Elle arriva juste après 18 heures. L'air printanier était encore frais, mais il ne portait pas de manteau, juste son blazer bleu marine sur mesure et les mêmes boutons de manchette que William lui avait offerts lors de sa remise de diplôme. Il franchit la porte d'entrée avec cet élan familier d'assurance, suivi de près par Blythe, qui déposa un baiser près de ma joue avec une aisance experte. « Tu es superbe, » dit mère Adrienne, allongeant chaque mot comme si elle s'adressait à un enfant. « Quelle élégance! Maria prend bien soin de toi, je vois. » Je souris poliment et adressai un léger hochement de tête. Mon bloc-notes était déjà en main, mon stylo glissant sur le papier avec une mémoire musculaire à laquelle je n'avais plus besoin de penser. Ravi de vous voir tous les deux. Le dîner est presque prêt. Blythe serrait son sac à main trop fort pour que ce soit décontracté. Son regard parcourait la maison comme si elle lisait un plan, s'arrêtant sur la couronne, modelant l'applique antique dans le couloir, le tableau rare au-dessus de la cheminée. Elle examina mes affaires comme un acheteur examine une annonce mise en scène. Adrien posa brièvement sa main sur mon épaule, plus un geste qu'une marque d'affection, et reprit la parole. Prudemment, les yeux écarquillés comme si je n'avais pas lu sur les lèvres depuis plus de 10 ans. On a pensé prendre de mes nouvelles, voir comment ça se passe, dit-il d'une voix lente, mielleuse. Tu as beaucoup de choses à gérer dans cette maison. As-tu pensé à simplifier la vente du chalet? Peut-être à consolider les comptes d'investissement? Je gardai le sourire. Sous la surface, mes doigts se recroquevillèrent légèrement sur le bloc-notes. J'y réfléchirai. On mange d'abord, écrivis-je. Dans la salle à manger, Maria s'était surpassée. Le canard laqué braisé coulait, les asperges blanches qu'Adrienne appréciait toujours.
Il complimentait tout à voix haute, comme si le volume pouvait traduire la sincérité. Blé parlait peu en sirotant son vin, offrant de temps en temps un hochement de tête ou un sourire. La conversation, si on peut dire, était essentiellement à sens unique. Adrienne m'a informé des fluctuations du marché, de sa récente promotion et de la difficulté de trouver du personnel fiable. Il s'arrêtait parfois pour s'assurer que je suivais le rythme, puis me faisait des résumés presque condescendants. Après le dîner, je me suis levé pour débarrasser les assiettes et ils m'ont fait signe de partir, insistant sur le fait que Maria s'en chargerait. Je me suis dirigé vers la cuisine, mais je me suis arrêté juste derrière l'arche, caché par le mur d'angle. Leurs voix ont parcouru la maison, faibles mais distinctes. Elle est en train de dépérir, a dit Blé. Vous avez vu le temps qu'il lui a fallu pour répondre à la question du domaine? Adrienne a soupiré. Elle n'aura plus besoin de la maison de ville très longtemps. Nous devrions la transférer avant que la fondation ne la ferme. Ce sera un vrai désastre après son départ. Blé ne dit rien, mais j'ai entendu le léger tintement de son verre de vin lorsqu'elle l'a posé. Je suis entré dans la cuisine. Leurs mains, le cœur ferme, ne tremblaient plus. Lorsqu'ils sont partis, Adrienne m'a de nouveau embrassé sur la joue. Prends soin de toi. D'accord. On reviendra bientôt. J'ai hoché la tête et leur ai fait signe de partir, puis je suis retourné à l'intérieur où Maria essuyait le dernier plat. J'ai ouvert le tiroir, sorti l'enveloppe de sous les programmes de la symphonie et les posé à plat sur la table. Dans 7 jours, je les entendrai sans me cacher. La première chose que j'entendis fut le léger bourdonnement d'un éclairage fluorescent. Puis le bip rythmique d'un moniteur cardiaque, doux et régulier. Je gardai les yeux fermés, craignant que les ouvrir ne brise l'illusion. Mais les sons ne s'atténuèrent pas. Ils s'intensifièrent même. Une porte s'ouvrit en grinçant. Des pas s'approchèrent de semelles en caoutchouc sur le carrelage. Puis une voix basse et mesurée. « Madame Marrow, m'entendez-vous » J'ouvris les yeux. Le docteur Grayson se tenait au-dessus de moi, son visage bienveillant sillonné d'un sourire prudent. Je hochai lentement la tête, puis murmurai les mots que j'avais répétés 1000 fois dans ma tête. « Oui, je vous entends. » Le son de ma propre voix me surprit. Elle était plus faible que dans mes souvenirs, incertaine, comme une charnière rouillée qui reprend vie. Mais elle était là, et c'était la mienne. Le sourire du docteur Grayson s'approfondit. Remarquable. La plupart des patients ne réagissent pas aussi vite. J'enregistrai à peine son explication du gonflement et des délais d'adaptation. J'entendais tout, maintenant. Le grattement de son stylo sur le dossier, le doux murmure d'une infirmière dans le couloir, le sifflement lointain d'une machine à café au bout du couloir. Le monde était revenu, et avec lui, mon but. Plus tard dans l'après-midi, Mia arriva avec un bouquet de lilas et les yeux déjà cerclés de rouge. Elle s'assit à côté de moi et me prit la main. « Ça a marché ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. J'acquiesçai et murmurai « Oui, ça a marché. » Des larmes coulèrent sur ses joues. « Gracia, addio. » Je lui serrai doucement les doigts. « Mais on ne le dit à personne. »« Pas encore, » fronça-t-elle les sourcils. « Vous voulez encore faire comme si j'avais tourné la tête vers la fenêtre où les stores tremblaient faiblement à cause du vent de l'après-midi. Ils me prennent pour une sourde. Laissez-les faire. C'est la seule chose honnête qu'il m'ait jamais dite. » Mia hocha la tête en essuyant ses larmes avec le coin de son foulard. « Je vous suivrai, Sonora. Dites-moi simplement ce dont vous avez besoin. » Le lendemain matin, ils m'ont laissé sortir avec un dossier d'instruction et le feu vert prudent pour reprendre ma vie quotidienne avec modération. Pas de bruit fort, pas de surstimulation, une réintégration progressive. Mais la modération ne m'intéressait pas. J'avais une maison pleine de fantômes, un soleil chargé de secrets et une voix que personne ne savait que j'avais retrouvée. Lorsque nous sommes arrivés à la maison de Bacon Hill et que je suis sorti dans l'air matinal lumineux, j'entendais déjà les serrures tourner à l'intérieur. 2 jours après l'opération, la maison ne ressemblait plus à un tombeau. Elle respirait à nouveau. Chaque tic-tac de l'horloge, chaque craquement du parquet, chaque froissement de tissu avait une voix. J'avais oublié ce cas. Je me déplaçais silencieusement, m'adaptant au son par couche, laissant les murs m'apprendre à quel point ils avaient toujours été vivants. Adrienne a appelé cet après-midi-là. Maria a répondu sur le téléphone fixe, comme d'habitude. J'étais dans le bureau,
la porte à moitié fermée, lorsqu'elle a apporté le combiné et me l'a tendu avec un clin d'œil. J'ai appuyé sur le haut-parleur et l'ai laissé sur le bureau en me mettant sur le côté, hors de vue. Oui, je sais que le timing est serré, a dit Adrienne, la voix hachée. Mais on parle de diversion temporaire. Ce n'est même plus comme si elle vérifiait les soldes. On gère son exposition. Un silence, un rire. Oui, la structure fiduciaire est obsolète. J'y travaille. Il suffit de transférer les fonds sur le compte de dépôt d'ici vendredi. Des lignes épurées, pas de drapeau. Il a raccroché avant que Maria ne revienne avec du thé. J'ai gardé une expression neutre et les remercié à voix haute avant de me reprendre. J'ai griffonné un rapide merci sur mon bloc-notes et l'ai fait passer à travers la table. Ce soir-là, Adrien est passé à l'improviste. J'amène un collègue, il m'avait envoyé un SMS juste pour discuter des options. Ne vous inquiétez pas, rien de formel. Ils sont arrivés 1 heure plus tard. J'étais dans le salon en train de feuilleter une anthologie musicale quand ils sont entrés. Je n'ai pas levé les yeux. Je n'en avais pas besoin. C'est le salon du fond, a dit Adrienne à l'inconnu. La limite du terrain se termine juste après le mur du jardin, mais le promoteur d'Axe en grave côté est prêt à fusionner les parcelles. Si nous agissons vite, nous pouvons obtenir les autorisations de zonage avant que la situation ne change. Elle est d'accord pour vendre, a demandé l'homme. Pas vraiment. Je suis en position de protester, dit Adrienne en baissant la voix. Je gardais les mains sur mes genoux. Le lendemain matin, j'appelais Warren Ellery. J'ai besoin d'un audit privé, dis-je calmement. Chaque compte, chaque actif, chaque transaction liée au nom d'Adrienne. Il ne posa pas de questions, juste une brève réponse. Je comprends. Je commence aujourd'hui. Nous nous sommes rencontrés plus tard dans son bureau où j'ai dicté des modifications à un Nouveau Testament, des répartitions différentes, des fiducies caritatives, des protections d'actifs. Le nom d'Adrienne retiré de chaque clause de contrôle, mais j'ai dit à Warren de ne pas le déposer. Pas encore. Attendez que je vous dise le contraire, dis-je. Je dois surveiller encore un peu. Le temps de quitter le bâtiment en verre du cabinet et de retrouver le tumulte de la circulation bostonienne, j'entendais tout. Les roues d'une poussette sur le trottoir, un bus au loin, interrompant le bavardage saccadé des passants. Je rentrais chez moi avant le coucher du soleil. Ce soir-là, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, c'était Blé. Sa voix résonna dans l'escalier avant même que je réalise qu'elle était dans la maison. J'avais laissé la porte du bureau entr'ouverte, mes appareils auditifs réglés à fond pour étouffer le léger bourdonnement de la ville derrière les fenêtres. Elle a dû me croire endormie. Elle ne cligne même plus des yeux quand on parle de ses comptes, dit Blé d'un rire sec. C'est comme avoir un animal muet qui possède un manoir. Adrienne ne répondit pas tout de suite. J'entendis l'hésitation. Un silence, un déplacement de poids, peut-être même de l'inconfort. Tu ne devrais pas parler d'elle comme ça, dit-il finalement. Oh, s'il te plaît, Raya-t-elle. Tu l'as dit toi-même. Elle n'est plus vraiment là. C'est une signature. Cette maison de ville vaut 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Tu as dit qu'elle voulait soutenir ton avenir. C'est vrai, marmonna Adrienne. Mais je ne pense pas qu'elle le pensait vraiment. Je me suis adossé à ma chaise, le silence entre leurs paroles plus fort que tout ce qu'elle disait. Ce n'était pas la culpabilité qui l'arrêtait. C'était l'incertitude qui, d'une certaine manière, aggravait les choses. Lorsqu'ils partirent, Mera entra, le linge plié, le regard perdu. « Pourquoi attends-tu » demanda-t-elle doucement. « Tu en as assez. L'avocat, les documents, la vérité. Tu peux en finir maintenant. » Je la regardai, le coton propre des serviettes pliées entre nous, et sentis à nouveau une douleur profonde dans ma poitrine. Ni de la rage, ni même de la tristesse, quelque chose de plus lourd, parce que je ne sais pas encore qui il est, dis-je. Je sais ce qu'il a fait, mais pas pourquoi, pas complètement. J'ai besoin de le voir dans son intégralité, du début à la fin. Était-ce toujours une question d'argent ou quelque chose a-t-il changé en cours de route? Maria ne répondit pas, hocha simplement la tête, les lèvres pincées comme si elle tenait quelque chose qu'elle n'était pas prête à dire. Elle posa les serviettes à côté de moi. Une main effleura mon épaule avant de se retourner pour partir.
Je restai longtemps dans le fauteuil après son départ, écoutant le tic-tac de l'horloge du couloir, le son lointain du piano d'un voisin s'infiltrant par les bouches d'aération. Le lendemain matin, Adrien a appelé pour demander s'il pouvait repasser. Rien que nous deux. J'ai quelques idées à discuter, a-t-il dit. J'ai demandé à Maria de mettre la table pour le déjeuner. J'ai demandé à Mia de descendre la porcelaine du meubleau, celle que nous avions utilisée pour le pot de départ à la retraite de William et mon dernier dîner universitaire. Elle a haussé un sourcil, mais n'a rien dit. Elle a simplement dressé la table avec une grâce experte, verre à pied en cristal, couvert en argent, serviettes en tissu pliées comme des fleurs de lys. J'ai choisi le bordeaux du vendeur. Quand j'ai su qu'Adrien ne résisterait pas, il avait mieux vieilli que certaines personnes que je pourrais nommer. Ils sont arrivés pile à l'heure. Blythe dans une élégante robe émeraude et Adrienne dans un blazer repassé, s'efforçant de ne pas paraître impatiente. L'odeur du canard laqué emplissait la maison d'une chaleur familière. Un doux violoncelle jouait en fond sonore un morceau que j'enseignais. J'ai regardé leurs regards se tourner vers la sono, essayant de voir si je pouvais encore l'apprécier. Nous nous sommes assis et ils ont parlé de l'agitation du marché et de leur projet de simplifier ma succession pour alléger le fardeau de la propriété. Adrienne a disposé le tout avec soin, sans jamais élever la voix, toujours avec une pointe d'inquiétude. « Tu as tant fait, maman, dit-il doucement, les mains jointes comme un prêtre au confessionnal. Laisse-nous nous occuper de toi maintenant. Juste quelques signatures pour te soulager de la logistique. Rien ne changerait au jour le jour. » Blé hocha la tête à côté de lui, son expression sculptée par un soutien doux. Je sirotai mon vin et écrivis sur mon bloc-notes « Savourons d'abord le dessert. » Il sourit, prenant peut-être mon obéissance pour de la fatigue. Après que maman eut sorti le chocolat, Adrienne fouilla dans sa serviette et en sortit le dossier. Il me le glissa comme un dernier plat. J'avais préparé ça au cas où tu te sentirais prête. Nous les avons examinés avec un collègue. Des transferts très classiques et propres. La maison de ville, le cottage, les transferts de comptes d'investissement. Je passai mes doigts sur le haut du dossier, puis levai les yeux. Il m'observait, anticipant la confusion. Un silence, un gribouillage sur le papier. Au lieu de cela, je parlais. Pourquoi une telle urgence à transférer ce qui ne t'appartient pas? Adrienne ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. La main de Blé tressauta et le verre de vin lui glissa des doigts, se brisant sur la table. La musique continuait. Il me fixa comme si j'étais ressuscité. Tu peux entendre? J'ai hoché la tête une fois pendant plus d'une semaine. Blé pâlit, cherchant une serviette à tâtons, évitant mon regard. J'ai entendu chaque mot, les appels, les projets, les plaisanteries sur mon silence. J'ai tout entendu. Le visage d'Adrienne se vida tandis qu'il reposait le dossier intact entre nous. Personne ne parla pendant un long moment. Même le violoncelle se tut. Je tendis la main, tirai le dossier à mes côtés et dis d'un ton définitif « Maintenant que nous sommes honnêtes, nous allons recommencer depuis le début. » La sonnette retentit avant que quiconque puisse répondre. Maria me jeta un coup d'œil depuis le couloir. J'acquiesçai. Laissez-les entrer. C'était Warren. Warren entra, sa mallette à la main, hélas d'en savoir trop. Il hocha poliment la tête vers Adrien et Blythe, figés à la table. Mère ferma la porte derrière lui et disparut dans le couloir. J'ai apporté les dossiers, dit Warren doucement. Je lui fis signe de les poser sur la table. Adrienne le regarda avec un éclair de reconnaissance, puis les mâchoires serrées. J'écartai les assiettes à dessert et dépliai le premier jeu de documents. Ces 7 derniers jours, dis-je d'une voix calme. J'ai écouté chaque appel téléphonique, chaque conversation chuchotée, chaque mensonge proféré avec le sourire. Je ne dis rien pour être sûr. Warren confirma le reste. J'ouvris le registre. Vous avez transféré 1,8 million de dollars de fonds non autorisés au cours de l'année écoulée. Empilés sur des comptes masqués sous forme de factures de services et de frais d'entretien. Adrien fit un pas en avant, les mains levées. Ce n'est pas ce que vous croyez. Je réaffectais des postes à court terme pour éviter. Taxes fiscales. Des accords secrets avec des promoteurs, ai-je demandé. Un échange de propriété promis contre une tour d'appartement de luxe à côté. Blythe s'est éclairci la gorge. Céleste,
Tout cela semble très soudain. Peut-être devrions-nous en discuter en privé. Je me suis lentement tourné vers elle. Tu t'es moqué de moi, tu m'as traité de bête muette, tu l'as regardé faire et tu l'as encouragé. Tu ne pars pas tout de suite. La voix d'Adrienne s'est brisée. S'il te plaît, tu ne comprends pas. Je pensais que tu pensais que je ne t'entendrais jamais, ai-je dit sans élever la voix. Tu pensais que le silence était une permission. Warren a sorti le Nouveau Testament et l'a prononcé devant moi. Voici la version modifiée, ai-je dit. Adrien est déchu de tout contrôle et de tout héritage. La majeure partie de la succession ira au conservatoire. Ma maison et ma bibliothèque musicale seront transformées en résidence universitaire pour étudiants défavorisés. Les épaules d'Adrienne se sont affaissées. Il m'a regardé, non pas avec colère, mais avec une expression proche du vide. Tu m'exclus, a-t-il murmuré. Je l'ai regardé. Mon fils, l'enfant que j'ai eu autrefois. J'ai traversé des nuits blanches, des récitals de piano et des échéances universitaires. Non, ai-je dit doucement. Tu as fait ça toi-même. Warren a fermé le dossier, a doucement récupéré son stylo et a attendu. Je me suis levé de table, les mains fermes, et me suis tourné vers Maria, qui était revenue avec des manteaux dans les bras. Lâche-les, ai-je dit. Ils en ont assez pris. La maison était silencieuse après la fermeture de la porte. Adrien ne m'a pas dit au revoir. Il a simplement pris les papiers que Warren lui avait remis, a hoché la tête une fois et est sorti avec BL, traînant derrière ses talons, claquant violemment sur le sol comme des signes de ponctuation. La porte s'est refermée sans cérémonie. Maria se tenait près de l'escalier, attendant de voir si j'allais m'effondrer. Je ne l'ai pas fait. Le silence qui a suivi était différent. Ni lourd, ni vide, propre. Les jours qui ont suivi ont passé dans un mouvement doux. J'ai traversé la maison comme si je la redécouvrais. Chaque pièce était pleine de sons que je n'avais pas entendus depuis des années. Le léger grincement d'un tiroir, le bourdonnement régulier du réfrigérateur, le crépitement étouffé de la cheminée lorsque les bûches s'enflamment. Un après-midi, je me suis senti attiré par le piano de l'arrière-salle. On ne l'avait pas touché depuis les funérailles de William. Je me suis assis sur le banc et j'ai soulevé lentement le clavier, caressant les touches du piano, comme pour saluer un vieil ami dont je n'étais pas sûr qu'il se souvienne encore de moi. J'ai joué une note, puis une autre, puis un accord, et j'ai pleuré, non pas de chagrin, mais de soulagement. J'ai joué pendant des heures ce jour-là, pas parfaitement, pas avec le contrôle que j'avais autrefois, mais avec une sorte de brutalité que je n'avais jamais osé montrer auparavant. Mes mains ont retrouvé leur place sans demander la permission. Les semaines ont passé, chaque fois plus calmes, dans le meilleur sens du terme. Je me promenais dans les rues de Boston au petit matin, écoutant le bruissement des chariots à journaux, les aboiements des chiens en pleine routine, le cœur complexe de la vie qui avait été autrefois un fond sonore et qui semblait maintenant une invitation. Puis un matin, Mera est apparue dans la cuisine, un journal plié à la main. Elle l'a posé délicatement sur le comptoir à côté de mon thé. « Il enseigne » a-t-elle dit. « Adrien, il y a une école à Dorchester qui a un petit programme artistique sous-financé. Ils l'ont embauché la semaine dernière. Professeur de musique. » J'ai lu l'article lentement. Son nom était en bas de la page, sous une citation sur le rétablissement de l'accès à l'éducation artistique. Il n'y avait aucune mention de moi, aucune mention de l'argent, juste une photo de lui tenant un violoncelle cabossé avec un petit groupe de collégiens en uniforme froissé. J'ai fermé le journal et j'ai regardé par la fenêtre un long moment. C'était peut-être cette version de lui que j'étais censé voir. Dépouillé de son héritage, dépouillé de ses droits, se débrouillant seul. Et peut-être, juste peut-être, avait-il commencé à entendre quelque chose.